Ce qu'on accueille chez Fine Climate sont des startups industrielles. Pour passer de la R&D du laboratoire à la mise en œuvre, ça prend énormément de temps. On n'est pas dans le software où on va très vite faire des nouvelles versions, etc. Et ils viennent chez nous pour faire de la R&D et avoir aussi un showroom en fait, pour montrer leurs produits. La nouvelle industrie durable, la transition environnementale, ça nécessite des nouvelles solutions. Ces futurs leaders industriels avaient vraiment des pain points très caractéristiques de l'industrie, très différentes des startups software, SaaS, etc. Dès qu'elles avaient besoin de fabriquer quelque chose, d'être dans une usine urbaine, ça n'existait pas. Bienvenue sur le podcast Deep in Tech, le podcast qui donne la parole aux acteurs du terrain, là où la science rencontre le business pour façonner le futur. Ici, on lève le voile sur un univers aussi complexe que fascinant, celui des technologies de rupture. On va y parler d'industrialisation, de levée de fonds, de passage du labo au marché, avec celles et ceux qui le vivent au quotidien. Entrepreneurs, chercheurs, investisseurs, décideurs, corporate, leur voix, leur parcours, leurs galères, leurs enseignements. Un podcast sans filtre, pensé pour comprendre, mais surtout pour agir. Bienvenue dans les coulisses de l'innovation de rupture. Bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Tu es la première invitée de ce podcast qui s'appelle Deep in Tech et où l'enjeu, c'est un petit peu de creuser sur les défis de cet écosystème complexe avec beaucoup d'ambition, d'enjeux. Et j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on s'est quand même pas mal croisés ces derniers mois pour ton parcours dans des grandes maisons industrielles et puis pour que tu nous expliques pourquoi tu t'es dit qu'il fallait lancer un accélérateur un peu d'un nouvel ordre orienté sur les green tech. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cet échange aujourd'hui avec toi et je te remercie beaucoup d'être là. Et ce que je te propose, c'est de commencer par parler de toi. Alors, c'est un peu classique, mais est-ce que tu peux nous raconter quel est ton parcours professionnel? Quelles ont été finalement les grandes étapes qui ont jalonné ce parcours dans des milieux quand même assez industriels et quel a été le fil conducteur finalement de cette première partie de carrière et de tes choix? D'accord. Donc, merci à nouveau pour cette invitation. Effectivement, on a déjà évoqué différents sujets, notamment autour de la deep tech et puis du sujet du passage à l'échelle, qui pour moi sont des sujets qui sont devenus essentiels finalement dans mon activité professionnelle. Mais j'ai passé 35 ans avant ça. D'abord dans le conseil. En fait, j'ai une formation assez académique. Voilà, j'ai fait de la biologie et de la modélisation de systèmes biologiques à Normal Sup. Et ensuite, je suis partie dans une école d'ingénieur parce que j'ai fait une première année de recherche et je trouvais que les choses n'allaient pas assez vite. Donc, du coup, j'ai dit, je vais aller dans le monde de l'entreprise via une école d'ingénieur. Donc, je suis ingénieur des eaux et forêts. Donc, tu vois, déjà, des sujets autour de la biologie, des sciences de la vie. C'était un premier fil rouge. Complètement. Très scientifique. Oui, scientifique. Ouais. Et le vivant, la nature et la notion de système aussi, pour moi, qui est toujours revenu quelque part dans mes choix. Et je pense que je n'étais pas encore prête à partir dans le vrai monde professionnel. Donc, je suis devenue consultante pour démarrer. Donc, chez ce qui s'appelait à l'époque Gemini Consulting. Aujourd'hui, c'est Capgemini Invent. Et là, je me suis concentrée sur des problématiques autour de l'innovation. Finalement, c'était déjà le sujet. Et tu verras que c'est un peu le fil rouge c'est beaucoup le fil rouge de ma vie professionnelle. Donc, j'ai travaillé autour des problématiques de valorisation de la R&D, innovation et dans des univers B2B que je trouvais extrêmement intéressants. Et c'est ce qui m'a amené finalement à travailler pour des clients dans l'industrie. Donc, l'un que j'ai rejoint qui s'appelait Lafarge, donc dans les matériaux de construction, mais j'ai aussi travaillé dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs de l'automobile, donc vraiment différents secteurs, mais toujours industriels. Et je pense que c'est aussi un fil rouge. J'ai très vite été... je suis très vite tombée amoureuse de l'industrie, en fait. Et je reviendrai ensuite peut-être sur le pourquoi j'aime l'industrie. Et en fait, tout simplement, au bout de 15 ans, dans le conseil, je me suis dit maintenant, soit je rentre dans la vraie vie, soit je reste encore consultante à donner des avis, mais sans jamais les mettre en œuvre. Et justement, 15 ans dans le conseil, c'est long quand même. Il n'y a pas beaucoup de carrières aussi longues dans le conseil. Qu'est-ce que ça t'a appris
ces 15 ans, parce que pour y rester 15 ans, c'est quand même que Ouais, ouais. tu en apprends. Qu'est-ce qu'on t'en a gardé Mmh. et qu'est-ce qui, justement, t'a manqué Mmh. pendant Bah, ces 15 années? alors, finalement, c'est long et en même temps, c'est court parce que l'intérêt du conseil, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu fais des missions assez courtes et finalement, tu changes souvent de problématiques, de clients, de contexte et il y a un apprentissage constant. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, moi, j'aime bien apprendre. Encore aujourd'hui, j'adore, apprendre des nouvelles choses et m'enrichir, par le contact avec les autres. Donc le conseil, c'est quand même beaucoup ça. Donc j'ai appris à découvrir, comprendre, des nouveaux contextes, se poser les questions. Ça, c'est vraiment je pense que c'est essentiel de savoir poser les questions. Bien sûr, faire des hypothèses, des scénarios et trouver des solutions. J'ai aussi appris à structurer, le travail, l'organiser, fonctionner en mode projet, donc c'est essentiel et puis écouter aussi. Donc voilà, tout ça, je l'ai appris et c'est des outils que j'utilise encore aujourd'hui et finalement, le conseil m'a permis d'être en contact avec différents univers, différentes problématiques et là encore, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi ensuite dans les grands groupes, c'est de connaître plein de contextes business Mmh. que je peux appliquer au contexte des activités dont je m'occupe. Mais ce qui m'a manqué beaucoup, c'était le fait d'être en charge en fait de la mise en œuvre, de voir les résultats de ce que je pouvais faire. Et c'est ce qui m'a aussi finalement convaincu de basculer chez un client. Et finalement, le premier vrai poste opérationnel, en tous les cas où j'étais en charge de mettre en place, c'était chez Lafarge, qui était mon client à l'époque chez Capgemini Consulting. Et en fait, le choix, ce qui a été déterminant pour moi, c'était bien sûr, je connaissais l'activité de Lafarge et j'aimais beaucoup les matériaux de construction. Mais ce qui a été déterminant pour moi aussi, c'est d'avoir un vrai fit culturel. Pour moi, c'est toujours aussi ce qui guide et ce qui a toujours guidé mes choix professionnels, c'est d'être aligné avec les valeurs de l'entreprise, avec la vision long terme et d'arriver à trouver du sens dans ce que je faisais. Et voilà, et Lafarge, à l'époque, voilà, remplissait ces conditions. Je connaissais les personnes et Mmh. ça a été essentiel pour moi pour basculer dans cette nouvelle partie de ma carrière professionnelle. Et Lafarge, tu m'as dit, le fil conducteur, finalement, de ma vie, c'est quand même les sciences, l'aspect innovant des choses, un engagement qui se sent aujourd'hui sur, la responsabilité. À l'époque, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé, de faire et qu'est-ce qui, était le grand défi, en fait, d'un acteur de la construction, hein, dont on sait, les impacts, notamment carbone, qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Mais à ce moment-là, quand tu les as rejoints, c'était quoi le challenge que tu allais relever? Alors, pour moi, c'était de passer dans les opérations, hein. D'un point de vue professionnel, le challenge, oui, en tant que personne, en tant que leader, c'était d'avoir cette opportunité. Après un poste d'atterrissage, entre guillemets, dans un grand groupe, donc j'étais au corporate, dans les équipes RH, sur des activités plutôt de type consulting Mmh. interne. Donc ensuite, je suis devenue DG de Lafarge Roumanie et là, j'ai vraiment piloté toutes les activités, ciment, béton, granulat. Et voilà, et des cimenteries, des centrales à béton, des carrières et des personnes en fait. Et pour moi, l'industrie, c'est d'abord et avant tout des personnes, de l'humain, dans les usines, chez les clients, chez les fournisseurs, auprès des parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et le défi de Lafarge, et qui est le défi du monde de la construction, hein, et on en parlait déjà, c'était à l'époque la construction durable. Mmh. Donc en fait, je pense que c'est des problématiques qui étaient là depuis un certain temps. Après, il est certain qu'il n'y avait pas ce sentiment d'urgence et finalement cette intégration totale chez les employés du sujet de la transition environnementale, du fait d'avoir moins d'impact. En fait, finalement, les cimentiers, l'impact qu'ils ont, c'est que fabriquer du ciment, c'est transformer de la pierre pour Mmh. en faire ce qui s'appelle du clinker, mais en tous les cas par une réaction chimique qui émet du CO2. Donc, si on veut avoir du ciment, la fabrication habituelle dans les cimenteries, ça émet du CO2. Donc, comment on fait pour éviter ça? Je pense que ces acteurs, ils travaillaient déjà à l'époque, mais c'est malheureusement seulement maintenant qu'on est en train de déployer ces innovations. Donc, c'est aussi la caractéristique de l'industrie, c'est qu'il faut du temps pour faire bouger les choses, pour plein de raisons. D'abord parce que
c'est de la chimie, ça nécessite d'être testé. Faire des matériaux qui sont utilisés pour construire des ponts, pour construire des bâtiments, il faut que ça soit solide. Donc, il faut faire beaucoup de tests. Donc, tout ça est long. Et puis, il y a de la résistance, hein, la résistance humaine dans ces grands groupes, c'est là. Il y a des réglementations qui sont très longues à changer. Voilà. Donc, c'est des univers qui mettent du temps. Est-ce qu'à ce Voilà. moment-là, sur des missions quand même très opérationnelles, opérationnelles au sens le run, hein, faire tourner le business, quoi, est-ce que justement ce prisme finalement scientifique que tu as de par ton parcours, mais aussi innovant, t'arrivais quand même à l'incarner et à le déployer, même si la prise de conscience était quand même pas encore là? Est-ce que c'était déjà un petit peu dans ton ADN de Oui, oui, dirigeante? oui. Alors, de toutes les façons, alors l'innovation, indépendamment de l'impact, hein, l'innovation, c'est quand même un véritable levier de développement, d'engagement, de pérennité de l'entreprise, hein, parce que c'est comme ça qu'on va continuer à travailler pour des clients, pour une vision. Donc, ce sujet de l'innovation a toujours été présent et était présent aussi quand on est dirigeant d'une société de matériaux de construction. On peut innover. On peut innover dans le béton, on peut innover même dans le ciment, dans les granulats. Donc, on peut innover dans le produit final, on peut innover aussi dans la façon de produire, justement. Et là, trouver des solutions pour moins polluer. Innover dans la façon de transformer des carrières et de redonner la place à la nature. Donc, tout ça, c'était déjà des choses sur lesquelles on travaillait, et je travaillais et j'étais vigilante. On a beaucoup travaillé aussi sur des offres de services dans le monde de la construction. Voilà, donc ça a toujours été là. Le sujet de l'impact est arrivé un peu plus tard quand même, plus fortement, même si bon, j'ai toujours été passionnée des problématiques scientifiques, hein, donc comprendre comment fabriquer ces beaux matériaux et savoir comment les optimiser au mieux en termes de consommation d'énergie, donc d'impact environnemental, c'est vraiment des leviers aussi qu'on utilisait déjà. Donc oui, c'était déjà là. Et même avant que toutes les entreprises soient engagées dans la transition environnementale, toutes les entreprises industrielles innovent. C'est inhérent je pense, à l'industrie. Et aujourd'hui, quel est ton point de vue, on est dans le BTP, donc parlons-en, euh, sur le niveau de maturité justement aujourd'hui de ce secteur dans l'innovation? Est-ce que tu penses qu'ils sont à la hauteur des enjeux, les industriels actuellement? Comment tu vois, alors par Fine Climate, émerger du monde des sciences des solutions qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans? Euh, euh, c'est quand même un enjeu climat très très important. Comment tu vois justement l'évolution de ce secteur, sa prise en compte finalement de ces enjeux qui sont devenus beaucoup plus urgents? Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience des acteurs de toute la chaîne de valeur, depuis les fabricants de matériaux jusqu'aux sociétés qui vont construire. Je pense que le monde de l'immobilier, qui est un petit peu plus Connexe. en aval, hein, mais qui est quand même finalement le donneur d'ordre à la fin, en tous les cas, celui qui va financer certains bâtiments, a besoin encore probablement de mûrir, même si aujourd'hui on parle d'immobilier régénératif, on parle de résilience des territoires, d'urbanisme et donc du coup de place des immeubles, de place de l'habitat dans les villes. Donc il y a des choses qui bougent. Les architectes jouent un rôle essentiel aussi dans tout ça. En fait, c'est un secteur où il y a besoin de beaucoup de coopération sur toute la chaîne de valeur pour vraiment bouger. Les réglementations aussi doivent bouger. Parfois, c'est ceux qui font les réglementations qui peuvent être conservateurs parce que ça engage aussi des responsabilités. Si un pont s'écroule ou un immeuble s'écroule parce qu'on a innové, on a un matériau qui n'est pas suffisamment résistant ou suffisamment structurel, c'est gravissime. Donc, voilà, donc il y a une vraie dynamique. La prise en compte des enjeux et de l'impact aujourd'hui de ces secteurs, il est là. Elle est là. Il y a des vraies innovations, aussi bien au sein des entreprises hein, et aussi avec des startups. On voit que le monde des matériaux a beaucoup bougé. Le ciment, hein, on parle beaucoup de ciment décarboné. Il y a des startups, il y a beaucoup de coopération entre des startups et des fabricants, des grands groupes, hein, que ce soit des fabricants de matériaux, des fabricants d'additifs, mais aussi des constructeurs.
Donc moi, je suis ravie de voir ça. Et chez Fine Climate, on le voit, on accueille là aujourd'hui une start-up qui est assez avancée dans son développement, qui a 20 ans. Alors, les start-up industrielles, ce qu'on accueille chez Fine Climate sont des start-up industrielles à impact. Donc, industrielles parce qu'elles vont fabriquer des produits, elles vont avoir des chaînes de production, des usines. Mhm. Donc, en fait, ce sont des startups, mais qui parfois ont 20 ans d'âge. Donc, c'est un peu particulier, mais parce qu'en fait, pour passer de la R&D du laboratoire à la mise en œuvre, ça prend énormément de temps. On n'est pas dans le software où on va très vite faire des nouvelles versions, etc. Dans nos secteurs, on a besoin de temps pour voir comment Se ce comporte. pont comporte C'est- les innovations. Et donc, cette start-up qui s'appelle Xtree, en fait, c'est une entreprise qui fait de la fabrication avec de l'impression 3D en utilisant différents matériaux et qui va du coup utiliser beaucoup moins de matière. Et la fabrication additive, c'est vraiment une façon, en fait, de rénover rapidement, du coup, de travailler au service de l'efficacité énergétique, mais aussi de construire de l'habitat de façon beaucoup plus durable. Donc, eux, ils font des têtes très spécifiques pour des robots qu'on met au bout de bras des robots. Et ils travaillent aussi avec les sociétés qui font les matériaux pour avoir les matériaux les plus adaptés à l'impression 3D de béton. Donc, c'est très technologique et on est ravis de les accueillir. Et eux, ils commencent à fabriquer leur première usine et ils viennent chez nous pour faire de la R&D et avoir aussi un showroom, en fait, pour montrer leurs produits. Donc, moi, je suis ravie de les avoir parce qu'on a, du coup, la capacité de développer avec eux tout un écosystème d'acteurs. Et, ça tombe bien que tu me poses la question, en octobre, on a des tables rondes et des événements qui vont réunir tout cet écosystème. Vraiment dans une logique d'appel à l'action pour poursuivre en fait cette transition sectorielle et industrielle au service de la... J'aime pas dire la réindustrialisation parce que ça peut avoir des connotations sur on fait revenir de l'activité industrielle, non, sur le développement d'une nouvelle industrie. c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais, tout à fait. C'est des nouvelles compétences, et Nouvelles des compétences, de nouvelles filières, etc. qui sont des vrais enjeux. Ouais. On a un peu spoilé Find, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Après Lafarge, où finalement tu as construit une compréhension du terrain opérationnel, du business, tu es parti chez Michelin. Voilà. Là, plus sur des sujets innovants, en tout cas des nouveaux business. Michelin, c'est une grande maison française, grande industrie. Comment t'es arrivé là-bas quel a été ton rôle finalement Alors nous, on a eu de la chance, on a travaillé un peu pour tes équipes d'ailleurs sur des projets issus de la R&D. Voilà, comment t'es arrivé là-bas? Comment t'es passé justement finalement d'une direction, en tout cas de métier très opérationnel, à finalement le pilotage d'entités plutôt de développement, des nouvelles offres. Et qu'est-ce qui ressort finalement de cette expérience industrielle, de lancement de nouveaux sujets finalement? Oui, tout à fait. Donc, chez Lafarge, après avoir été dans les opérations, je suis revenue au corporate et j'ai rejoint le comité exécutif du groupe et j'ai été DRH, ce qui était extrêmement intéressant, mais tout à fait nouveau pour moi. Mais ce qui avait beaucoup de valeur pour moi, c'est que j'ai été membre d'un comité exécutif. Et donc, j'étais membre d'une équipe de direction, d'un grand groupe. Et ça m'a permis d'acquérir certaines compétences qui sont différentes des compétences opérationnelles, qui sont diriger, co-diriger un grand groupe avec une équipe et travailler dans un certain domaine, mais au service du développement de l'ensemble de l'entreprise. Et finalement, ce passage dans un comité exécutif m'a permis de rejoindre le comité exécutif de Michelin, non pas en tant que DRH, mais vraiment en tant que dirigeante des nouvelles activités. Donc, c'était à l'époque où Michelin développait une stratégie pour aller au-delà du pneumatique. Pas en sortir, Michelin est toujours un leader du pneumatique, mais il y avait une volonté d'étendre ses activités, de valoriser encore mieux la science des matériaux, puisque finalement, Michelin, c'est un fabricant, il met au point des pneus, il les fabrique, mais ce qu'il maîtrise surtout, c'est la science des matériaux. Donc en fait, il y a beaucoup de R&D qui est faite dans le domaine des matériaux,
un pneumatique, je vais faire un petit cours, mais pas trop longtemps, mais là aussi c'est passionnant, c'est plus de 250 matériaux différents. On y associe des élastomères, des tissus, du métal. Et en fait, tous ces matériaux, naturellement, ne peuvent pas produire un objet. Et en fait, Michelin, avec des résines particulières, mais Mm. aussi en cuisant, entre guillemets, oui, oui, ça s'appelle la cuisson, un pneu cru, va en faire un pneu final cuit avec des moules adaptés, avec des lamelles qui vont permettre de faire des sculptures. Voilà, je pourrais en parler des heures. C'est de la très J'adore. grande technicité. C'est de la très grande Ouais, je technicité sais, ouais. et c'est beaucoup de la science des matériaux. Pour faire un bon pneumatique à la fin, il faut savoir comment chaque matériau va se comporter pendant tout le processus de fabrication, mais aussi ensuite à l'usage pendant la durée de vie du pneumatique. Donc c'est avec cette maîtrise des matériaux que Michelin s'est dit comment aller utiliser ses compétences dans le domaine des matériaux dans d'autres territoires d'innovation. Et donc, Michelin a développé une stratégie qui s'appelait au cœur du pneu, autour du pneu, au-delà du pneu, du pneumatique. C'est combien de personnes la R&D de Michelin? Alors, écoute, j'ai pas les chiffres en tête, peut-être que tu sauras mieux que moi, mais c'est plusieurs milliers de personnes qui sont dans un centre aujourd'hui, mais qui sont aussi présents, centre R&D à Clermont-Ferrand, le centre Ladoux, et qui sont aussi présents dans les pays pour avoir une R&D beaucoup plus appliquée de mise en œuvre du pneu et d'adaptation aux Tout à fait. conditions locales. Mais on a aussi, dans cette logique de développement au-delà du pneumatique, comme Michelin s'est aussi développé par acquisition, et moi, dans les activités que je pilotais, en fait, donc moi, j'ai piloté toutes les activités. Donc, j'ai piloté le développement et le début de la croissance des activités qu'on appelait Beyond Tires, au-delà du pneumatique, mais aussi celles autour du pneu, des activités de service. Donc, toutes ces activités-là ont grandi par différents leviers. Donc, d'une part, des acquisitions d'entreprises plutôt matures. Alors, dans les courroies, les joints, les bandes transporteuses, vous voyez les synergies, tu vois, les synergies avec le pneumatique. Hein, finalement, une bande transporteuse ou une courroie, c'est un petit bout de pneumatique à plat ou voilà, de petite taille. Mais on a aussi fait beaucoup de joint venture avec des partenaires technologiques. On a pris des participations minoritaires. Tu vois, j'en parle encore comme si j'y étais, mais parce que je suis très attachée à ce grand groupe. On a pris aussi des participations minoritaires dans des startups. Il y a eu de l'incubation de startups. Il y a une entreprise qui a été incubée en interne qui s'appelle Resicare, qui fait des biomatériaux. On connaît bien, Voilà. on a travaillé pour eux. Voilà. aussi. Et donc aujourd'hui, qui travaille pour Michelin, pour les pneumatiques, pour remplacer les résines et qu'elles soient biosourcées, mais aussi qui vient d'annoncer une première usine d'une molécule extraordinaire dont je ne me souviens plus du nom parce qu'il est 5-HMF. Voilà, je ne suis pas une grande spécialiste des noms, mais voilà, en tous les cas, c'est une première en Europe de fabrication de cette molécule biosourcée qui est vraiment un verrou technologique dans le monde de la chimie verte. Et là, Michelin est extrêmement leader parce que personne n'attend un pneumaticien pour déverrouiller un domaine technologique essentiel pour la chimie verte. Donc ça, c'est des choses incroyables qu'on a pu faire. Et justement, parce que pour, je dirais, le grand public, on ne sait pas ce que font des groupes pareils et on a du mal à s'incarner. En fait, finalement, ce qui sort de ces labos à la base pour faire des pneus et comment ça devient finalement un business qui soit va être connexe, soit qui va même n'avoir rien à voir. Comment ça se passe pour un grand groupe privé comme ça, avec tout ce qu'on sait de latence des grands groupes, le passage d'un projet qui sort d'un labo de recherche, privé en l'occurrence, vers finalement un nouveau marché potentiel. Comment on arrive à identifier le potentiel, qui le fait, comment ça se pilote d'un point de vue décision de groupe, finalement, comment on décide d'investir sur ces projets-là. Est-ce que tu as des exemples, au-delà de Resicare, qui est plutôt une JV, mais voilà, de technos qui sont allés vers un marché complètement nouveau et sur lequel, finalement, c'est engager un groupe industriel à investir de l'argent? Alors, je vais te donner l'exemple de Michelin que je connais bien, mais il faut, je pense avoir à l'esprit que c'est un groupe très particulier et exemplaire. Et j'encourage tout le monde à aller voir
ce qui est montré par Michelin, en termes de gestion de l'innovation, en termes de culture de l'innovation. En fait, c'est un groupe qui s'est fait En depuis innovant. toujours en innovant. Les fondateurs étaient extrêmement visionnaires et cette culture est toujours là. Et les dirigeants de Michelin, moi je sais que j'ai été frappée, c'est une anecdote que je partage beaucoup. Quand je suis arrivée, mon patron de l'époque m'a posé une question qui m'a vraiment assez déstabilisée. Je lui ai proposé quelque chose, de prendre une décision. Et voilà, j'avais préparé un dossier. Et il m'a dit, mais Sonia, la seule question à laquelle tu dois répondre, c'est quel est l'impact de cette décision pour le groupe dans 30 ans? Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable et c'est extraordinaire que un dirigeant pose cette question et challenge son équipe avec par rapport à une vision à 30 ans et qui est vraiment incarné. Enfin, et je veux dire, le dirigeant ose faire ça parce que il est soutenu par son board, par ses actionnaires. Et donc, en fait, une force de Michelin, c'est que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, hein, qui a des actionnaires qui peuvent être très court terme, mais qui en même temps a une vision à 30 ans, qui est presque gérée comme une entreprise familiale, hein, patrimoniale, et qui du coup va investir sur le long terme et va vraiment chercher à donner du sens et à se poser ce genre de questions. Du coup, va investir dans l'innovation, non seulement dans les produits, mais aussi dans les processus et dans les compétences des personnes pour innover différemment. Et du coup, Michelin, c'est un catalogue d'approches d'innovation extrêmement incroyables, aussi bien l'open innovation. Bon, évidemment, ils ont enfin, voilà, du corporate venture. Euh, Michelin a créé Movinon, qui est un écosystème d'innovation autour de la mobilité durable qui embarque 300 entreprises au niveau mondial pour innover. C'est le seul. Hein. Enfin, il y a quelques autres acteurs qui ont fait ça, mais aujourd'hui, voilà, c'est extrêmement, je trouve, audacieux, volontaire et toujours aligné avec la raison d'être. La raison d'être de Michelin est depuis très longtemps, des dizaines d'années, donner à chacun une meilleure façon d'avancer. Je la connais par cœur parce qu'elle fait tellement de sens. Et en fait, elle se déploie évidemment À dans tous le les pneu, niveaux. mais à tous les niveaux. Mm. Au niveau des employés, c'est-à-dire donner à chaque employé une meilleure façon d'avancer en lui fournissant des opportunités de carrière extrêmement riches, des opportunités de formation. Donc, tout est extrêmement bien aligné. Après, il y a plein de choses qui vont pas, évidemment, sinon ça serait trop parfait. Mais c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que tout le monde peut contribuer à faire grandir tout ça. Mais voilà, donc Michelin, c'est quand même une boîte extraordinaire. Et finalement, moi, C'est j'ai eu exemplaire. exemplaire. Et du coup, Michelin a beaucoup travaillé sur sa stratégie, sur donner du sens, en partant de sa raison d'être, en la déclinant dans une stratégie très structurée, portée par l'équipe de direction. Donc, quand on est au comité exécutif de Michelin, on est membre de l'équipe avant tout. Et on est là au service du groupe. On n'est pas là sur son petit territoire, son silo, etc. Non, on est d'abord Pour le collectif. pour le collectif. Et voilà, donc les objectifs sont alignés avec ça, etc., les modes de fonctionnement. Et on passe plus de temps à s'occuper du collectif quand on est dirigeant que de ses équipes. Donc du coup, il y a beaucoup de responsabilisation. Le sujet de l'empowerment est beaucoup travaillé chez Michelin, partout, dans les usines notamment de pneumatiques, où les équipes ont appris à travailler sans le directeur de l'usine ou sans... Voilà, il y a une forte autonomie et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a une véritable agilité dans plein de domaines et c'est ce qui fait aussi la capacité de l'entreprise à expérimenter. Il y a eu beaucoup de travail aussi sur séparer ce qui relève de l'exploitation, du cœur de métier et de l'exploration. Et aussi, il y a beaucoup de travail sur c'est quoi les compétences dont on a besoin pour exploiter un business et pour explorer des nouveaux territoires et jusqu'à définir des règles de fonctionnement. On avait un travail sur les operating models, ça s'appelait GROM, Growth Ready Operating Model. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place pour piloter des activités qui ne sont pas du pneumatique, mais qui sont des petites activités entrepreneuriales qui ont besoin de coexister dans un grand groupe. Et ça, honnêtement, c'est remarquable. C'est vrai. Et alors on moi, ne voit pas tout le temps. je connais pas tous les groupes, hein, mais je trouve que voilà, c'est des choses incroyables. Et en fait, Michelin donne l'opportunité à tout le monde d'expérimenter, de tester, de rater des choses, mais pas 2 fois quand même, c'est normal, et d'apprendre, progresser. Je veux dire,
honnêtement, Resiker, des entreprises comme ça qui se développent et qui réussissent, il n'y en a pas tellement. Il y a une JV avec 3 grands groupes. Donc aujourd'hui, il y a Stellantis aussi, mais il y a Stellantis et Forvia. Donc c'est Symbio, donc une JV dans la pile à combustible. Ils ont construit une gigafactory de piles à combustible. Bon, ben, franchement, qui aurait pu imaginer que Michelin faisait de la R&D depuis des années sur la pile à combustible? Voilà, donc Tout à fait. Nous, on a même incroyable. travaillé sur un projet qui n'a rien à voir, c'est Wizamo, Oui, qui est destiné au monde de la mer, aux voiliers. mais c'est extrêmement visionnaire. Parce que finalement, quand on regarde Bibendum, le Bibendum de Michelin, c'est un bonhomme, un beau bonhomme qui est fait d'air et de tissu technique, en fait. Le pneu, c'est ça. Et finalement, cette vision d'une voile gonflable, gonflée, qui va décarboner la mobilité bon, sur la mer, c'est totalement aligné avec la raison d'être, totalement aligné avec les compétences et les expertises de l'entreprise. C'est juste que voilà, il faut des leaders. Et là, je rends hommage aux dirigeants de cette boîte et au conseil d'administration. Hein, et vraiment, je n'y suis plus, donc j'ai plus du tout d'intérêt personnel sur cette capacité à garder un cap sur le long terme et à laisser expérimenter tout ça, quoi. C'est intéressant parce que tu nous donnes des ingrédients, finalement, d'un groupe quand même assez avant-gardiste sur finalement ce qui permet aujourd'hui aux technologies deep tech d'exister. Puisque finalement, Michelin, ils ont pris le parti d'être très tôt dans la collaboration, d'investir dans leur R&D, d'être capable aussi d'identifier ces sujets qui pouvaient sortir de leur cœur métier pour prendre le temps d'explorer et de les lancer sur le marché. Et ça a donné des usines, donc des emplois, en tout cas des vrais succès. C'est un groupe, et donc on va essayer de comprendre ce qui fait que tu l'as quitté, parce qu'on sent, je dirais, pas mal de reconnaissance et puis d'admiration pour ce groupe-là, à juste titre. Qu'est-ce qui fait que tu l'as quitté pour fonder Find? Mm. Parce que là, on est quand même dans une grande partie de ta vie professionnelle, dans des univers corporate assez engagés en termes de chiffre d'affaires, d'exigences, de contraintes organisationnelles aussi. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Sonia, pour que Pourquoi tu te t'as fait dises, ça bon, je quitte ce merveilleux groupe pour lancer quelque chose de complètement nouveau, en fait, puisque Find, c'est un nouveau modèle d'accélérateur. En plus, audace extrême à Paris, en Ile-de-France. Sur l'industrie. Voilà, sur l'industrie. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? C'est beaucoup de... Enfin, c'est la convergence de différentes choses, évidemment. Je me suis pas levée un matin en me disant, ouais, ça y est. Ah bon? Voilà. Mais j'ai eu un cheminement. Alors, c'est vrai, honnêtement, que je fais partie de ces gens qui ont été frappés par le Covid et qui se sont un peu reposés des questions sur, finalement, le sens de mon action. Même si, honnêtement, chez Michelin, c'était déjà extrêmement aligné. J'avais envie, et j'avais 55 ans en fait, ça doit être la crise je sais De pas la de la 55e. 55e année. Ouais, il paraît qu'il y en a tous les 5 ans. Ouais, ben voilà, c'est ça. Donc celle-là, c'était 55 ans. Et je me suis dit, ben voilà, 55 ans, il te reste 10 ans. Après, bon, tu peux continuer, mais disons que voilà, tu as 10 ans devant toi. Soit tu restes chez Michelin et tu continues, et puis bon, voilà. Ça se passera bien. Ça se passera bien, tu vas faire des trucs super sympas. Soit tu recommences quelque chose de nouveau. Et je suis quand même quelqu'un, je me suis rendu compte quand même que j'ai des cycles professionnels. Je le sais, je veux dire, chez Lafarge, je suis restée entre 7 et 8 ans. Chez Capgemini, je suis restée 15 ans, mais disons, on va dire 2 périodes. Et chez Michelin, j'arrivais à 7 ans. Et je crois que finalement, un peu rétrospectivement, j'étais arrivée au bout de quelque chose moi-même. Je suis plutôt quelqu'un qui développe. Je suis une exploratrice plus qu'une exploitante. Ça, c'est certain. Donc, j'aime bien construire la vision, préparer le plan de bataille, commencer la bataille. Mais après, quand il s'agit plus d'exploiter, peut-être même de rationaliser, je préfère passer la main parce que c'est moins moi, c'est moins ce que j'aime. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que chez Michelin, j'étais probablement aussi arrivée à ce constat, en tout cas inconsciemment. Et puis, j'avais envie, voilà, je me suis dit à 55 ans maintenant, il est temps pour moi d'être plutôt, d'aider les autres à réussir, d'être plus dans une logique de give back, voilà, de rendre. J'ai eu énormément de chance.
Je suis née dans une famille modeste, mais voilà, j'ai bénéficié de l'ascenseur social français. Moi, je suis une petite fille d'immigrés arméniens. Mes grands-parents français étaient plutôt, voilà, mon grand-père était chauffagiste. Voilà, c'était pas, je venais pas d'un milieu très aisé, mais par contre, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans l'amour, dans l'éducation, et vraiment le système français, je sens très redevable. Et ma carrière professionnelle m'a donné beaucoup. À 55 ans, je me suis dit, bah oui, maintenant, place aux jeunes. Et focus sur tout ce que j'aime. Je me suis dit, voilà, aussi, fais-toi plaisir. Tu as 55 ans, c'est maintenant que tu peux faire plein de nouvelles choses que tu n'as jamais faites. Donc, je me suis dit, je vais me focaliser sur 3 sujets qui sont clés. Je vais essayer de les mettre ensemble. L'innovation, l'impact et l'entrepreneuriat. Être dans un environnement plutôt d'entrepreneurs plus que de grands groupes industriels. J'avais, chez Michelin, eu la chance d'être en contact avec des startups, des entrepreneurs, et j'avais beaucoup aimé cette culture, cette agilité. Et je me suis dit, ben voilà, passe la main, prépare le transfert correctement, fais les choses correctement en quittant Michelin, parce que c'est une boîte voilà, Qui t'a beaucoup donné. qui m'a beaucoup donné, que et je voulais vraiment voilà, que les choses se passent correctement. Mais en même temps, bascule vers autre chose. Je me suis dit, je vais créer ma boîte. Voilà, à 55 ans. Toute seule. Toute seule, voilà, d'abord. Voilà. Mais d'abord, en fait, ce que j'ai fait, pendant 2 mois, je n'ai rien fait. Voilà, j'ai respiré. C'était un peu compliqué parce que du jour au lendemain, on disparaît des écrans. C'est clair. Donc ça, c'est un Surtout peu quand bizarre. on n'est plus Ouais, une grande marque. c'est ça. On passe de De... tout le monde nous appelle pour C'est nous ça. inviter partout à j'appelle tout le monde pour J'appelle qu'on tout le monde m'invite partout. et personne ne m'invite. Donc ça a été, mais Ouais. c'était bien. Ça m'a permis de revenir un peu sur terre. Ce qui est bien aussi, de reprendre contact avec la réalité, c'est important. Parce que dans ces grands groupes, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de voir certaines choses. Donc voilà. Donc moi, ça a été, en tous les cas pour moi, je ne parle pas de l'histoire des autres personnes, mais mon histoire à moi faisait que c'était bien que j'ai un moment, voilà, de reprise de contact avec ma famille, mon mari, mes enfants, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis dit, je vais remobiliser tous mes réseaux. C'est extrêmement important, et ça, c'est un message pour tout le monde, mais beaucoup pour les femmes, en fait. On fait plein de choses, y compris, il faut s'occuper quand même pas mal, la famille, la maison. Et finalement, cultiver ces réseaux, c'est pas une priorité, et on l'abandonne, je pense. Et en fait, ça a beaucoup de valeur. Et typiquement, pour reconstruire une activité, il fallait vraiment que j'ai du réseau, que je sois connectée. Donc, j'ai passé pas mal de temps à reconstruire mon réseau, aller dans des événements, rencontrer des gens. Donc ça, c'est vraiment une recommandation que je peux faire. Et ça, à tout tu le l'as monde. fait avant d'avoir en fait, parce que tu as dit, moi j'ai voulu rejoindre innovation, Oui, impact, climat. Donc tout ça, tu l'as fait avant d'avoir finalement la vision oui, de tout à fait. Find. Oui, tout Ok. à fait. J'ai dit aussi, voilà, C'était ton inspiration, en fait. Oui, ça c'est t'a- ça. Ok. Et oui, c'est ça. Je me suis dit, ben maintenant, enfin, c'est quoi ton job idéal? En fait, je me suis dit, vas-y, Fais-toi plaisir. fais-toi plaisir. Vas-y. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bah, mon job idéal, c'est de faire les choses que j'adore, quoi. Donc, c'est l'innovation, l'impact et les entrepreneurs. C'est aussi avoir la liberté de choisir quand même, voilà, les gens avec qui j'ai envie de coopérer. travailler. Oui. Et je me suis promis aussi d'accepter des propositions que si ça cochait les 3 cases. Donc, j'ai eu des propositions, bah, typiquement de retourner dans des grands groupes, hein. Et c'est pas facile parce que... De dire non. De dire non. Et voilà, et donc ça, j'ai refusé, mais aussi parce que ça cochait pas la case entrepreneur, par exemple, ou de rejoindre d'autres structures, là aussi. Et ça m'a beaucoup aidé en fait pour garder le cap. Et ensuite, bah, la vision est venue petit à petit au travers des rencontres que j'ai faites. J'ai lu, j'ai écouté enfin voilà, j'ai regardé des vidéos, je me suis intéressée aux acteurs, le Shift Project, la CEC. Enfin voilà, je découvrais tous ces écosystèmes que je connaissais un petit peu déjà, mais beaucoup moins. Et j'ai découvert ces écosystèmes, je les ai rencontrés, j'ai échangé, et je me suis dit, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
l'industrie, bien évidemment. Donc, quand Mhm. je parle d'innovation, c'est l'innovation dans l'industrie. Et je me suis dit, mais de quoi il y a besoin? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et j'ai commencé petit à petit à tirer le fil des startups industrielles, de redévelopper Comprendre. une nouvelle industrie. Alors, l'Île-de-France, je vais y venir, mais et puis, ouais, enfin, l'Île-de-France, c'est quand même enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont à Paris, hein. Donc, Ouais. typiquement, les réseaux, je suis venue les redévelopper à Paris, hein. Bah, à Clermont, t'en as un peu, mais Voilà, bon, j'ai ça un reste peu. assez Michelin, Je ouais. continue à vivre à Clermont-Ferrand, mais ça, voilà, donc je suis venue à la capitale et j'ai rencontré voilà tous les écosystèmes, les réseaux Île-de-France. Et ma vision de Fine Climate s'est affinée. Et je me suis dit, bah oui, les startups industrielles, elles ont des pain points en même temps. Et c'était quoi justement ce qui est ressorti? Parce que Fine, tu vas nous expliquer ce que c'est après, mais ça répond à la fois à des points de douleur des startups Oui, industrielles, mais ça répond aussi à un enjeu d'industrialisation, en fait, de ouais, complètement. déploiement. Oui. C'est quoi justement les points de douleur finalement que tu avais vraiment identifiés où Mm. tu t'es dit, là, ça y est, je Ouais. sais ce que je vais faire. Mm. Parce que tu nous diras après, mais Fine Climate, Mm. c'est Sonia, mais ton écosystème t'a servi aussi Ouais, à complètement. en faire une réalité, hein. C'est quand même un Oui, énorme projet. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as vraiment concrètement ouais, ressenti ouais. en point de douleur là-dessus? Ouais, complètement. Alors, le sujet du passage à l'échelle, disons que très vite, et j'ai pas eu de mérite, hein, mais j'ai compris que il y avait des études hein, qui étaient faites là-dessus, mais que la transition environnementale et le développement de la nouvelle industrie passaient par le développement de l'innovation et industrielle et passaient par le déploiement massif de ces innovations. Qui dit déploiement massif dit passage à l'échelle, c'est-à-dire passer de j'ai un prototype, je fais une expérience ou voilà, je fais un démonstrateur avec un grand groupe, mais ça suffit pas. Et donc, on a de plus en plus entendu cette notion de passage à l'échelle, le scale-up, le scale-up, le scale-up. Et bien sûr, l'innovation industrielle, hardware. C'est-à-dire que la nouvelle industrie durable, la transition environnementale, ça nécessite des nouvelles solutions. Bien sûr, des nouveaux objets qui vont avoir beaucoup moins d'impact, mais aussi des nouvelles usines qui vont produire différemment, des nouvelles énergies, de la nouvelle mobilité. Et tout ça, c'est du hardware, c'est de l'industrie. Et donc, passer à l'échelle les startups industrielles innovantes pour apporter des nouvelles solutions environnementales, leur problème, de plus en plus, j'ai compris, et il y a des études, la BPI a beaucoup œuvré dans ce domaine-là, de plus en plus, je me suis rendu compte que ces entreprises, ces futurs leaders industriels avaient vraiment des pain points très caractéristiques de l'industrie, très différentes des startups software, hein, SaaS, etc. Donc, c'était des choses assez basiques, mais déjà, le foncier industriel, en fait, ces entreprises, ces futurs leaders, étaient dans les labos, les incubateurs, les accélérateurs, Mhm. dans des coworking classiques, mais dès qu'elles avaient besoin de fabriquer quelque chose, d'être dans une usine Mhm. urbaine, ça n'existait pas. Donc, il y avait un vrai manque. Alors, beaucoup Et elle moins. faisait comment du coup? Alors, Avant toi, quoi. avant moi, avant qu'avec la région Île-de-France, il y ait une volonté de les garder, souvent elles partaient dans les autres territoires, dans les autres régions. Donc, les startups green tech industrielles, je crois que ça représente 30% en Île-de-France. Et beaucoup, en fait, sont incubés en Île-de-France, Et mais elles quittent partent en l'Île-de-France. territoire. Voilà. Donc toi, tu répondais aussi à un point de douleur De la politique de la politique, région. mais bien Ok. sûr, de financer quand même malgré tout. Bon, après, les territoires, L'émergence, voilà, il y a une petite rivalité entre régions, petit mais peu. c'est normal. Mais en tous les cas, une volonté de la région Île-de-France de développer de l'industrie en Île-de-France. La région Île-de-France est une vraie, contrairement à ce qu'on croit, c'est une région industrielle. Hmm. D'abord, historiquement, mais aussi parce qu'il y a encore tout un tissu de PMI, d'ETI industriels qui sont là. Évidemment, les grandes usines, elles sont plus en Île-de-France, mais il y a quand même des activités. Il y a les sièges aussi, il ne faut pas Mhm. les oublier, de tous les grands groupes. Et donc, la région Île-de-France, typiquement, a lancé un fonds de réindustrialisation Tout verte. à fait, ouais. Voilà, il y a 60 millions d'euros qui sont dédiés à ça. Moi, je suis au comité consultatif et j'en suis ravie. Et je vois passer des startups industrielles avec une volonté de relocaliser de l'activité industrielle. Donc, en fait, ce qui manquait en Île-de-France, en tous les cas, là où on est C'était un placé, lieu de c'est passage un lieu de passage avant de pouvoir s'installer. avant de faire une première usine, soit dans le territoire Île-de-France, soit ailleurs. Et donc, en fait, cette étape du scale-up, de la pré-industrialisation jusqu'à je prépare ma première usine,
finalement ce foncier très flexible, industriel, avec des ateliers industriels ou avec de la résistance au sol, la hauteur sous plafond, des fluides, un monte charge, des quais de livraison, tout ça, ça n'existait pas un petit peu sur le plateau de Saclay, mais pas tant que ça. Mhm. Et donc, en fait, il y avait ce besoin assez basique, mais essentiel. Finalement, le premier lieu industriel d'une start-up quand elle commence à faire un démonstrateur et qu'elle peut plus bricoler sur son coworking. Donc ça, c'était basique, mais essentiel. Mais du coup, c'est quand même gros, parce qu'en Île-de-France, un gros problème, c'est le foncier. Donc, c'est pas un projet de la start-up qui se monte en bootstrapping. Ouais. Voilà, il faut quand même de l'argent pour trouver ce foncier, pour trouver ces espaces accessibles, parce qu'il Ouais, y a complètement. des enjeux Oui. d'accessibilité à la fois pour ces entrepreneurs, mais aussi pour tout l'écosystème dont ils ont besoin, donc les industriels, etc. Comment tu as fait pour lancer en fait, alors là, tu vas pouvoir nous raconter ce qu'est Fine Climate vraiment, même si j'imagine que les gens qui nous écoutent ont déjà été voir ce que c'était. Mais comment tu as fait pour lancer un aussi gros projet, c'est-à-dire aussi demandeur en argent, Mm. toute seule Est-ce qu'il y a des rencontres, en fait, qui ont Oui, été déterminantes complètement. dans ce lancement? Oui, alors, quand je dis que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des rencontres incroyables tout au long de ma carrière professionnelle. Et là encore, ça s'est passé. Et la rencontre que j'ai faite, c'est la rencontre d'une autre femme, d'une femme qui s'appelle Sandra Sidbon et qui est dirigeante d'une société immobilière Mhm. et qui en fait lève de l'argent, achète des immeubles, les transforme, les loue, les revend, etc. Et donc Sandra, elle avait cette vision aussi avec un immeuble incroyable à Nanterre, donc très proche de Paris, un immeuble de bureau très grand, 55 mm², rénové, donc avec un impact environnemental très, très bon, hein, des labels, etc. Et en fait, Sandra, elle voulait faire de cet immeuble un campus. Elle avait cette vision aussi parce que les immeubles de bureaux en région Île-de-France, ils vont quand même assez mal parce qu'il y a beaucoup Tout à fait. de millions de mètres carrés de bureaux vides. Et elle s'est dit, on va ici faire un Faire autre campus, chose. ça s'appelle le campus Baya, donc 55 000 mètres carrés dédié à l'innovation et à plein de choses. Donc il y aura des bureaux, mais pourquoi on ne créerait pas quelque chose d'un peu différent où on va accueillir des startups? On s'est rencontrés et ensemble, on a travaillé pour transformer 3500 mètres carrés, ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle de l'immeuble, mais qui est beaucoup en termes d'usines urbaines de Mhm. startups. Et donc, évidemment, la société immobilière a financé, a cofinancé des travaux que nous avons aussi financés avec l'aide de la région Île-de-France et avec l'aide de France 2030. Donc voilà, on est grand lieu d'innovation parce que finalement, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de très innovant en tant que tel aussi. On est nous-mêmes à une fait. innovation. Tout à fait. Et donc, on a 3500 mètres carrés dans lesquels on a des ateliers industriels pour la plupart des espaces, donc qui vont d'ateliers partagés ou de 25 mètres carrés où on peut être à plusieurs entreprises à des ateliers de 200 mètres carrés, donc des tailles plus ou moins différentes et des modalités de location différentes. Donc, de la mise à disposition. C'est comme un coworking, en fait. C'est un mais coworking, mais avec des d'ateliers ateliers. industriels. Voilà. Et donc, les startups qui viennent chez nous sont des startups qui sont soit sélectionnées par appel à projet, qui sont soit au fil de l'eau, soit recommandées. Et on travaille beaucoup avec les incubateurs accélérateurs de la région, ou bien des entreprises qui sont en province. Et moi je dis, on est leur pied-à-terre parisien, où elles viennent mettre leur labo R&D, leur équipe, leurs démonstrateurs, leur showroom, etc., sur différents espaces. On a un petit coworking. On peut avoir des boîtes qui font de l'ingénierie ou de l'accompagnement qui ne prennent pas d'atelier mais qui se localisent. On a une société qui gère le Fab Lab. On a un Fab Lab aussi, qui est une société d'ingénierie aussi. Donc, qui peut travailler avec les startups pour les aider à développer des solutions. Et on a tout un ensemble de partenaires qu'on appelle des scalers. Donc, voilà, parce qu'ils aident aux scalers, les industriels, d'énergie avec qui on est en partenariat aussi, des ETI, des boîtes qui font de la pré-industrialisation, des spécialistes du marketing, voilà, tout ce dont les startups vont avoir besoin. Mais souvent, les entreprises qui viennent chez nous, elles sont déjà incubées, accélérées. La France est quand même la Startup Nation, y compris pour les startups industrielles. Donc, on a une offre, notamment en Île-de-France,
d'incubateurs, Très d'accélérateurs. Donc, riche. nous, on n'a pas voulu faire ce qu'ils faisaient. Nous, on vient remplir des vides. Et donc, notre offre, elle va combler ces vides avec du foncier ou de la mise en relation avec des partenaires spécifiques. Donc, on est en partenariat aussi avec l'ESTP, par exemple, sur la partie BTP. Donc, ils vont être partenaires de l'événement, mais aussi, ils sont aussi grands lieux d'innovation. Donc, les entreprises qui veulent aller faire du test de l'homologation, s'ils ont des bancs d'essai, par exemple, dans certains domaines, ils vont avoir la facilité d'avoir accès à ces équipements. Parce que nous, on veut surtout pas dupliquer les équipements. Donc, on est vraiment dans une approche d'écosystème. Et on va surtout pas faire ce que les autres font très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires. Et on fait aussi de la mise en relation, fournisseurs, clients early adopteurs. Donc, voilà. Donc, on est Une euh, plateforme une plateforme de mise en réseau. de mise en réseau. On aide à l'accélération. On est une plateforme d'innovation pour les entreprises, hein, qui sont aussi les grands groupes, etc., qui peuvent venir chez nous C'est ce que j'allais te innover demander. différemment. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre ce lieu à disposition de groupes industriels qui n'ont Complètement. pas forcément les espaces, ni même les... Parce que je sais, c'est un vrai sujet dans le BTP, hein, de tester vraiment des innovations à échelle sur des chantiers, mais qui, eux, n'ont pas les espaces chez eux pour développer Complètement. leur hardware et que vous pouvez accueillir aussi chez Find. Euh, donc Find, ça a 2 ans, à peu près, un Alors, peu plus. l'idée est née il y a un peu plus de 2 ans. Le lieu a ouvert Le l'an lieu a dernier. ouvert en septembre l'année dernière, Voilà. donc bientôt 1 an. L'inauguration. J'espère qu'on va être invité à l'anniversaire. Bah bon, on va faire un anniversaire. Voilà, on aime bien faire des événements et on a la chance en fait. Donc nous, on est le premier acteur, enfin comment dire, le premier locataire entre guillemets, le premier acteur présent dans Sur l'immeuble, Baya. sur Baya, sur le campus Baya. Dès cet été arrive une entreprise plutôt en scale-up. Pas dans la green tech, mais industrielle et qui travaille sur son impact. Donc ça, on est ravis parce qu'il y aura une centaine de nouveaux arrivants. On a d'autres acteurs qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc, et plutôt des entreprises industrielles, ce qui n'est pas un critère. Hein, c'est pas, tout le monde est bienvenu. Mais Mais il c'est y a pour vraiment... l'ADN du lieu. Oui, c'est l'ADN Mm. du lieu. Et c'est comme ça que les entreprises viennent. Et donc, du coup, nous, on a aussi une offre pour le reste de l'immeuble en termes d'embarquement dans cette dynamique de nouvelle industrie, avec des événements, etc. Et du coup, là, tu disais, oui, les entreprises qui sont là ou pas hein, peuvent venir faire des choses chez nous. Donc, on fait différentes choses. Évidemment, elles peuvent localiser des activités innovantes. Si elles ont un projet, il peut être dans l'environnement et être vraiment dans un environnement entrepreneurial. Parce que, voilà, il y a que quand même, la moyenne d'âge est plutôt... moi, Jeune. ouais, enfin, bon, voilà, moi, je suis... parfois, je me surprends à être avec tous ces jeunes parce que c'est pas du tout la même moyenne d'âge qu'on trouve ailleurs. Donc, en tous les cas, c'est vraiment les nouveaux leaders industriels qui sont là, qui sont en devenir. Et ça grouille parce qu'ils se retrouvent, ils travaillent ensemble, ils se challengent, ils apprennent les uns des autres. Ils ont parfois les mêmes clients. Ça, c'est vraiment où ils se passent des clients. Donc, ça, c'est quand même assez Est-ce que toi, incroyable. avec ton parcours quand même industriel dans ces groupes qui sont quand même complexes à appréhender pour des startups industrielles, dont une grande majorité en plus viennent de technos qui sortent parfois de labo, donc c'est quand même des fondateurs qui n'ont pas forcément tous le réseau que tu as pu construire et en tout cas les codes. Est-ce que un des apports de Find, c'est aussi ton parcours et cette capacité finalement à les orienter au bon moment vers les bonnes personnes quand ils doivent rentrer en contact, par exemple, avec des groupes comme Bouygues, Lafarge. On ne sait jamais trop par quelle porte rentrer. Avant, on rentrait par les directions de l'innovation. Beaucoup commencent à se rendre compte que ce n'est pas forcément les bonnes portes. Comment, justement, tu leur mets à disposition cette richesse de ton parcours industriel qui est finalement... la dernière table ronde qu'on a fait ensemble, mais qui est finalement un vrai enjeu, finalement, d'avoir pour eux des compétences industrielles, même en externe. Est-ce que ça fait partie, finalement, à la fois de ton job, de ton plaisir de transmission et d'accélération? Parce qu'en fait, c'est bien un des enjeux, c'est de venir attirer ces acteurs-là et de les convaincre que ces acteurs de l'innovation sont aussi peut-être des solutions pour eux. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et en
En fait, on a mis en place différentes modalités finalement. Et nous aussi, on est En en train de test and chercher. learn complètement et on passe notre temps à pivoter, pas tellement pivoter, mais quand même à réfléchir à des nouvelles choses, à tester, à voir que ça marche pas. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi. On voit effectivement que les entrepreneurs sont très intéressés à cette mise en relation, mais aussi au fait de les aider à comprendre. Parce qu'il y Mmh. a quand même un vrai sujet de se comprendre, d'apprendre les uns des autres, de savoir comment on travaille ensemble. Donc ça, oui, ça fait tout à fait partie de ce qu'on amène. Et pour ça, en fait, on fait un point régulier avec les startups et on leur demande où ils en sont dans leur développement, quels sont leurs besoins. On les challenge un peu sur comment elles se développent, où est-ce qu'elles vont. Parfois, quand elles sont enlevées, elles nous présentent ce qu'elles font, on leur dit attention. Enfin voilà, on a un rôle un peu de coach. Moi, j'y passe du temps. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai un réseau, mais aussi d'experts. Bah oui, C'est pas c'est moi ça. qui fais tout. Sinon, je serais goulot d'étranglement. Et surtout, je ne sais pas tout. Donc ça, on a des ambassadeurs aussi. Il faut que j'en parle parce que ce sont des gens qui peuvent intervenir de cette façon-là, où on a des scalers Mmh. qui jouent ce rôle-là aussi. Et donc, toute la richesse de ce qu'on peut apporter, c'est bien sûr ça, c'est cette mise en relation. Et ce qu'on fait aussi, parce qu'on a souvent, on a des actions auprès des journalistes aussi, parce qu'on a besoin de nous faire connaître les startups. Donc, on continue à œuvrer là-dedans. Et donc, on fait parfois des visites et en fait, on leur donne Vous les accès mettez en finalement, valeur à la voilà, de visibilité. la visibilité. Et ça, c'est important pour eux. Et ce qu'on fait aussi, c'est on fait des learning expeditions. Il faut que j'arrête de faire des grands mouvements. On fait des learning expeditions avec des écosystèmes. Là, voilà, on peut avoir des organisations d'entreprises qui viennent visiter. Et donc, on fait un tour des ateliers, des échanges, et ça crée toujours des opportunités pour les startups sur lesquelles elles rebondissent après, etc. Et ça a beaucoup de valeur, elles apprécient beaucoup. Et puis, les événements. Voilà, on organise souvent des visites ensuite avec les speakers, les participants, pour leur permettre de découvrir ce qu'on fait, des mises en Ah relation bah, avec les il startups. y a un vrai enjeu, Donc, ouais. je pense, d'éduquer un peu aussi l'écosystème, les financeurs, les fonds privés qui Ouais. sont quand même encore, pour une partie d'entre eux, hein, en train de découvrir ces modèles économiques un peu différents. Et c'est vrai que Fine, vous êtes venu combler finalement un manque, notamment en Île-de-France. Selon toi, et il y a encore beaucoup de boulot pour passer à l'échelle ces green tech industriels, selon toi, qu'est-ce qui manque encore? Où est-ce que ce soit les acteurs publics ou privés, où Mhm. est-ce qu'il faut encore euh, faire des efforts d'accélération avec finalement ton franc-parler? Mhm. Qu'est-ce qui marche mal, quoi, tu vois Mhm. encore? Ouais, alors il y Qu'est-ce a. que tu conseillerais, tu vois, à un fonds d'investissement Mhm. quand il vient voir tes startups? Et qu'est-ce que tu conseilles à un acteur Mhm. industriel qui a du mal à vraiment s'y mettre, quoi? Mhm. Alors, les fonds d'investissement, alors je ne vais conseiller rien à personne parce que je pense enfin voilà, j'ai pas, je me sens pas en mesure de conseiller. Moi, ce que je peux faire, c'est les constats. Mais un fonds d'investissement, en fait, on dit souvent les fonds d'investissement, ils prennent pas de risques, ils ne prennent pas de C'est risques. pas En fait, vraiment vrai. Ouais, ils mais en prennent. d'abord, il y en a certains Mm. qui en prennent. Mais en fait, par ailleurs, un fonds d'investissement, sa mission, c'est pas vraiment de prendre des risques. Sa mission, c'est de rémunérer des investisseurs. Et donc, du coup, de faire payer le niveau de risque qu'ils vont prendre en sélectionnant les bonnes startups, en étant prêt à investir dans tel et tel domaine. Donc, en fait, je pense que les fonds d'investissement ont beaucoup progressé. La finance publique a aussi beaucoup aidé. Enfin, la BPI, notamment en France, a mis en place tout Tout un un ensemble continuum. de fonds et de dispositifs qui permettent de dérisquer justement pour les investisseurs privés. Tout ça, la fameuse blended finance. Il y a encore du travail à faire, mais finalement, je trouve que la finance avance aussi. Il y a vraiment des acteurs de la finance durable qui se développent. Les fonds s'entourent d'operating partners qui viennent de l'industrie. Donc, je pense qu'il y a eu ces quelques dernières années des progrès. On constate quand même que peu de fonds, malgré tout, viennent dans cette étape du scale-up. Mm. Et on a pas mal de fonds, première usine, ou qui vont être sur des séries A, séries B, mais des pré-séries A où vraiment l'amorçage, personne n'a envie d'y aller. Or, c'est là qu'il faut aller.
Donc, il y a quand même des acteurs, hein, il y a des business angels qui sont présents, il y a Les family office aussi, les qui family s'engagent office beaucoup. s'intéressent beaucoup Mm. à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des acteurs. Mais on a besoin de beaucoup d'argent en fait, hein, parce que le passage à l'échelle, il est mondial, il est sur beaucoup d'innovations. On parle beaucoup de la blue economy aussi. Il y a beaucoup de besoins concernant les océans. Donc le passage à l'échelle, il doit être massif. D'argent doit être redirigé de façon massive. Donc les grands groupes, je pense, ont vraiment un rôle à jouer. Et Est-ce que tu trouves qu'ils le jouent assez? je trouve qu'ils. Mais en fait, là aussi, j'ai pas de leçon à donner. Pour avoir été de ce côté-là, je sais que c'est très difficile. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des efforts à faire de meilleure compréhension. En fait, je pense que ces grands groupes aujourd'hui ils doivent développer les compétences pour vraiment appréhender ces sujets, apprendre à innover en écosystème, apprendre à travailler avec les startups, apprendre à vraiment booster l'innovation et à gagner en agilité. Je pense que c'est surtout ça. Ensuite, ça va. Pourtant, les grands groupes, ils ont tous structuré des directions de l'innovation à plus ou moins. Alors, le cas de Michelin est un peu particulier quand même. Oui. On est quand même dans un groupe qui a quand même vraiment intégré l'innovation au sens nouveau business, à sa R&D. Aujourd'hui, on est quand même dans l'innovation d'un côté Ouais. et c'est le ça terrain qui de doit l'autre. changer. Oui. Pourquoi, à ton avis, ils n'arrivent pas à le faire mieux? Cette intégration, cette mise en écosystème, cette capacité à vraiment déployer des technologies et à investir, entre guillemets, de manière structurante. Voilà, enfin, je pense que là, ça relève des dirigeants quand même, hein, et de la capacité à impulser. Moi, je reprends mes Lafarge aussi, mais disons plutôt Michelin, parce que c'est quand même l'exemple le plus récent pour moi. Enfin, ça part du haut, mais à tous les niveaux. Et ça veut dire aussi que c'est la capacité des dirigeants à faire de l'empowerment, à créer des espaces d'innovation. Et c'est vrai que le contexte est très compliqué. Donc, dans ces contextes-là, comment on continue à garder malgré tout un cap tout en se focalisant sur l'excellence opérationnelle parce que il y a extrêmement de turbulences qu'on doit traverser. Et c'est pour ça que je dis, c'est important, je pense, et ça, c'est des choses qu'on travaille avec On a fait un partenariat avec l'École des mines. On a rejoint le Bauhaus des transitions parce qu'ils travaillent beaucoup sur le sujet du management dans l'inconnu. Moi, je pense que le contexte des transitions et en fait tout ce qu'on est en train de vivre fait que le sujet du VUCA, en fait, on n'est plus dans l'incertitude. Il faut arrêter de croire qu'on est dans l'incertitude. Aujourd'hui, on est dans l'inconnu. Ce qu'on vit n'a jamais existé avant. C'est totalement impossible à prévoir, à modéliser. Donc, en fait, il faut développer des nouvelles compétences qui permettent de manager dans l'inconnu. Ça, c'est un gros travail que l'École des mines fait avec le Bauhaus des transitions, avec des méthodes. Il y a des vraies méthodes pour faire ça. Et c'est là où je dis les entreprises doivent être convaincues de ça. Il faut, oui, pour le coup, mais j'aime pas dire il faut, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur les peurs et sans divulguer des choses secrètes. Enfin, chez Michelin, le sujet des peurs pour les dirigeants est beaucoup travaillé. On est accompagné en tant que dirigeant par rapport à ça. Il faut, en tant que dirigeant, ne plus avoir peur de l'inconnu. De l'inconnu. Au contraire, il faut avoir de l'audace, mesurer effectivement les risques, mettre en place tout ce qu'il faut. Mais il faut au contraire affronter les risques et avancer, quoi. Voilà. Ça me rappelle le podcast de Olivier Hamon. Oui, sur la robustesse, bien évidemment. Qui parle quand même beaucoup de ça. Tu m'as dit une autre chose, la première fois qu'on s'est rencontrés, et après, je n'ai pas l'heure, donc je ne sais pas où on en est. Oui. Mais, Ouais. la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit... peut-être refait parce que on a par rapport à l'heure. Mais on peut peut-être regarder l'heure parce que moi j'ai un call à 18h. Donc 18h10, donc on va finir là-dessus. Ouais. Tu m'as dit, en ce moment, le contexte est trouble. Alors recommence tout. Voilà. Attends, je recommence tout. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, on parlait de l'impact et tu m'as dit, j'ai quand même un doute sur ce sujet de l'impact en ce moment parce que les heures sont troubles dans l'économie. Il faut absolument qu'on arrive à démontrer
que ça va avoir un impact sur la performance économique de l'entreprise. Tu t'interrogeais même sur le discours pour Find, etc. Comment tu l'associes justement à ce sujet de bah, faire face à ses peurs, mais aussi être rationnel en Mmh. fait dans sa démarche d'innovation, en se disant bah, comment on focus finalement sur des choses qui oui ont de l'impact, mais qui doivent quand même avoir un impact sur la performance économique de l'entreprise. Comment tu te positionnes toi Ouais, là-dessus? et de façon durable, tu as tout à fait raison et ouais, complètement. Et en fait, ces questions, je me les suis posées aussi dans le cadre de notre implication dans la Convention des entreprises pour le climat, la CEC Industrie. Fine Climate, on a décidé de faire le parcours. Donc, on a vécu 9 mois de transformation et de bascule. Et c'est là aussi que j'ai eu la chance d'écouter Olivier Amand et d'être convaincue de ce sujet de la robustesse. Et effectivement, en fait, finalement, on a peut-être eu tendance à vouloir faire de l'impact pour l'impact avec cette idée en plus de sauver la planète. La planète, elle n'a pas besoin de nous, en Mmh. fait. C'est voilà, Elle va se sauver, si elle. elle va se, enfin voilà, à un moment, si l'être humain disparaît, si l'espèce humaine disparaît de la Terre, la planète sera sauvée. Mais c'est quand même pas ça qu'on veut. Donc en fait, comment, en tant qu'espèce vivante sur la planète, continuer à être heureux, à exister, tout en préservant la planète dans laquelle on vit, hein, parce que si la planète va mal, nous allons aller très très mal en tant qu'espèce, ça c'est certain. Donc moi je me suis dit, oui, finalement l'impact c'est important, mais il faut revenir dans les limites planétaires. Mais en même temps, il faut qu'on ait des entreprises qui se développent de façon durable, en respectant et en revenant dans ces limites planétaires, en étant inclusif, etc. Et si l'entreprise n'existe plus dans 30 ans, 50 ans, s'il n'y a plus d'emploi pour les personnes, ça c'est aussi dramatique. Donc on a besoin de... Enfin, il faut trouver ce juste D'être équilibre rationnel. et d'être rationnel. Et en fait, je me suis dit aussi, de façon très rationnelle, finalement, les industriels, les entreprises, les dirigeants, le discours qu'ils sont prêts à entendre, c'est de leur dire, votre entreprise, il faut qu'elle se développe de façon durable, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un business model et des activités qui lui permettent d'exister dans 30 ans. La question que me pose le dirigeant de Michelin, dans 30 ans, ça va faire quoi pour ton entreprise? Donc c'est ça le sujet. Et évidemment, l'impact, ça sera une conséquence de ça. Et j'ai changé un peu mon mindset par rapport à ça en me disant, oui, le point c'est faisons que nos entreprises et notre nouvelle industrie soient robustes, s'inscrivent évidemment dans les limites planétaires, donc prennent en compte des limites dans sa façon de construire son business model. Mais finalement, à l'arrivée, c'est quand même sa performance et sa capacité à durer et à être là encore pendant 30 ans. Et en intégrant que les ressources sont finies et qu'on n'a pas, voilà, qu'il faut économiser les ressources, l'énergie, il faut arrêter d'attaquer la biodiversité. Et puis, le CO2 et les gaz à effet de serre, là aussi, il va falloir se calmer, quoi. Donc voilà, mais avec cette idée de robustesse, moi j'étais convaincue, enfin voilà, du sujet. Et honnêtement, tous les membres de la CEC Industrie, l'intervention d'Olivier Amand, ça a été tu sais, ce aha moment là, où d'un coup tu dis mais oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve que c'est une jolie conclusion pour cet épisode. Euh, et peut-être on va donner rendez-vous aux gens chez Find pour Avec venir grand découvrir plaisir. ce lieu que moi j'ai eu la grande chance de visiter, qui est assez incroyable, c'est vrai. Donc les inviter à venir vous voir, inviter aussi tous les entrepreneurs du hardware, de la green tech à te contacter, toi et ton équipe, hein, parce que tu n'es pas seul, mais à être accueillis et à venir aussi à vos événements qui sont assez intéressants, justement en termes d'écosystème. Donc bravo Sonia pour cette aventure. Je sais qu'elle n'en est qu'au début, hein, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et merci d'être venue sur cet épisode. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.